Non, Une première dame aux petits soins pour l'artiste de 93 ans. voilà, j'ai Madame Macron, Madame la Présidente. Voilà, bravo. Lynn. Oui. La liste des invités de Lynn Renault donne le tournis. Je suis pas en retard. Oh, Olivier. Comment ça va? Attendez, on fait la petite photo. Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est échappé de son ministère, situé non loin de là. L'événement, c'est la remise des prix de la fondation Lynn Renault pour la recherche médicale. Ses amis ont tous fait un chèque. Betty Lagardère, la veuve de l'industriel Jean-Luc Lagardère, le milliardaire Xavier Niel ou Orlando, le frère de Dalida, qui connaît Lynn Renault depuis 60 ans. Oui, en face de toi. Attends, ferme la main. Sous la houlette de l'ancienne meneuse de revue, artistes et politiques se rassemblent, se mélangent. Rapprochez-vous. C'est le Premier ministre. L'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve et Danny Boone, Le Premier ministre. Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, et Claude Chirac. Je suis contente que ça a l'air de bien prendre. Oui, ça prend bien. Il y a beaucoup de monde Écoutez, important. ces chercheurs, ils le méritent tellement. Ils travaillent dans leur laboratoire, dans l'ombre. Personne jamais en parle. J'attends pas Brigitte. Elle est assise. Alors, Elle est assise. Lynn Renault mobilise ses amis pour mettre en lumière les chercheurs, dans une ambiance décontractée. Allez, hop. Madame la Présidente, il est beau en vrai. le monsieur qui vient de partir. Il y a des événements que l'on ne peut pas manquer, des événements qui doivent, quoi qu'il arrive, trouver leur place dans l'agenda d'un ministre. Et j'ai vite compris que cette soirée en faisait partie. Je suis fière. Très fière. Lynn Renault va remettre ce soir-là plusieurs gros chèques, Hélène, une dotation de 60 000 €. assez scientifiques qu'elle admire tant. En tout, 150 000 € sont distribués ce soir-là. Je vous invite à boire un coup. Pour moi, ce sera une bière. Une belle soirée, grâce à sa générosité, à son aura qui traverse les décennies, grâce à son réseau inégalé dans l'histoire de la République, constitué d'artistes parmi les plus populaires et d'hommes d'État du plus haut niveau, de gauche comme de droite. Comment vous faites pour que tous vos amis qui sont puissants vous aident? Mes amis, pourquoi ils sont mes amis? Parce que eux aussi s'intéressent aux autres. Comment vous faites pour que Madame Macron vienne? Parce qu'elle sait qu'on va s'adresser au cœur des gens. Et elle aussi est une femme de cœur. Elle nous laisse pas le choix. Elle nous embarque dans tous ses combats. Elle a un rôle presque politique pour faire avancer ses causes. C'est-à-dire qu'il y a Lynn et le président et il y a Lynn et moi. Et ce ne sont pas les mêmes relations. Nous, on a des relations amicales, de femme à femme. On rit beaucoup toutes les deux et on a des rites. Et c'est une histoire d'amitié. Ça fait 5 ans qu'on est amis et on... 5 ans. Je peux vous demander comment vous vous êtes rencontrés? Chez un ami commun qui nous a mis... On était à un dîner à côté l'une de l'autre et en fait on a parlé toute la soirée et on s'est plus quittés. Ça a été un coup de foudre amical. D'accord. Je suis emballée par cette femme. Lynn Renault, grande amie de la Première Dame, mais aussi soutien politique de son mari. Elle s'est publiquement engagée pour Emmanuel Macron en 2017. À quelques semaines de la prochaine présidentielle, les réseaux se réactivent. Entre les stars et les politiques, c'est une histoire de fascination et d'intérêts croisés. Un passage obligé des campagnes électorales. Bonne chance, Nicolas. Mais les artistes rapportent-ils vraiment des voix? Qu'ont-ils à gagner mais aussi à perdre en soutenant un candidat? Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go. Pourquoi aujourd'hui
la plupart des artistes ne veulent plus s'engager comme avant. À travers 5 affaires, voici le récit de relations tourmentées entre deux mondes qui se sont beaucoup aidés. Merci à vous. Merci. Avant de conquérir l'Élysée, Emmanuel Macron a dû séduire le tout Paris. Des soutiens rassemblés à la Rotonde au soir du premier tour de la présidentielle. La presse n'est pas conviée, les images sont volées depuis le trottoir. On reconnaît la chevelure blanche de Line Renaud. L'acteur François Berléand. Ou encore l'homme de télévision Stéphane Bern. De quoi lancer la première polémique du quinquennat. Monsieur Macron, la Rotonde, c'est votre Fouquet's? Cher ami, si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui modestement depuis le premier jour m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. C'est bien? Je vous plais à peu près? Oh, parfait. Voilà, on est cabot hein, quand on fait de la télé. Bon. Le très populaire animateur de France Télévisions, Stéphane Bern, n'a jamais dissimulé son soutien au futur président. On me ressort de la naphtaline. Non, je plaisante. Je me suis retrouvé à la Rotonde lorsque Emmanuel Macron a fait un discours. Alors il y a eu beaucoup de fantasmes autour de cela, mais c'était simplement pour remercier tous ceux qui avaient joué un rôle utile. Mais il y avait Line Renaud, elle est amie du couple, et voilà, en tant qu'amie, elle était là. On était quelques-uns, oui, de la société civile, ou en tout cas non politique, à être là. Bonjour et bonne année, nous avons la chance... Stéphane Bern raconte volontiers sa première rencontre avec Emmanuel Macron quand il n'était qu'un jeune ministre inconnu en quête de people. C'était un après-midi dans la cour du Sénat. L'animateur était au volant de sa voiture. Je vois quelqu'un qui traverse en courant, je pile, je freine, et c'était Emmanuel Macron. Je baisse la vitre, il me salue, il me dit « Ah, ma femme vous adore, donnez-moi votre numéro ». Donc je lui ai donné mon numéro et j'ai été invité à dîner quelques semaines plus tard. Et c'était fascinant, il y avait beaucoup de gens des médias, d'artistes. Il y avait Claire Chazal, Marc-Olivier Fogiel, Philippe Besson. On était une dizaine, c'était à Bercy, oui. Les dîners de Bercy. Voilà comment la presse a baptisé la stratégie de celui qui était ministre de l'économie entre 2014 et 2016. Des dîners pour se constituer un réseau, notamment dans le monde culturel. Emmanuel Macron va pour cela mettre à profit son logement de fonction. Christian Eckert le connaît bien, cet appartement. Il l'a lui-même occupé pendant un temps quand il était secrétaire d'État au budget. L'appartement se trouve à peu près au milieu du bloc noir qui s'avance sur la Seine. Donc c'est un appartement sur 2 étages, en duplex, qui surplombe la Seine et qui donne vers Notre-Dame, là-bas, qu'on voit tout à fait à l'extrémité. C'est un emplacement assez sensationnel. Et on pouvait même venir en bateau avec les navettes que vous voyez là sur la Seine, réservées strictement aux ministres qui peuvent aller chercher quelqu'un, place de la Concorde par exemple. Un ascenseur conduit directement dans les appartements. Le logement de fonction est situé à l'opposé de l'entrée officielle, à l'autre bout de l'immense paquebot, avec un accès privé que rien ne signale, réservé aux ministres et à ses invités. Discrètement, pendant 2 ans, Bercy devient une fête. Des apéros, des dîners, parfois même 2 dans la même soirée. Combien d'invités ont-ils été ainsi reçus? Quelques noms ont circulé dans la presse. Fabrice Lucchini, Pierre Arditi, Guillaume Gallienne. J'avais le sentiment, en tout cas, que c'était des gens qu'il avait l'habitude de fréquenter. Moi, j'étais un peu le petit nouveau.
Il y a eu un coup de cœur, oui. J'ai aimé l'homme, j'ai aimé son épouse aussi. Il a un truc assez magnétique, je dois dire, que quand il vous parle, vous avez le sentiment que vous êtes la personne la plus importante au moment où il vous parle. Et j'ai vu faire ça uniquement par les royaux, je dois dire. Emmanuel Macron entreprend. N'est pas du tout un mondain à la base. C'est pas quelqu'un qui sort. Ça, c'est plutôt le registre de Brigitte Macron. À la rigueur, son truc, c'est passer ses soirées à lire des rapports de banque d'affaires ou des rapports en tant que ministre. Il est quand même enfermé dans ses dossiers, Emmanuel Macron. Il est encore très peu connu du grand public, en réalité. Donc, il faut qu'il acquiert en très peu de mois une notoriété. Ça fait partie d'une stratégie d'influence, tout simplement. Et c'est relativement réfléchi du côté du couple Macron, comme des communicants de l'époque de Macron. De fil en aiguille, les mondanités de Bercy portent leurs fruits. Le carnet d'adresses des Macron s'étoffe, le réseau se met en place tout naturellement. On fait tout ça, mettre des gens en relation. Quand vous aimez bien quelqu'un, évidemment, c'était Emmanuel Macron, il commençait à percer dans les médias. Les gens me disaient, on adorerait le connaître. Donc après, je disais, tiens, je peux te le présenter. Qui, par exemple Je ne vais pas dénoncer mes petits camarades, mais je sais pas, on a fait des dîners avec Nagui, avec Nico Saliagas, avec plein de gens. C'est la mode du moment de participer à ces dîners. Il faut en être, comme on dit, à Paris. Et donc, à partir de là, le bruit de la ville fait que, tout d'un coup, il y a la petite musique qui s'enclenche. Et cette petite musique, c'est finalement la petite musique du pouvoir. Hein. Cette stratégie d'influence s'avère très habile. Les invités tombent sous le charme et le font savoir. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qu'en pensez-vous? Du bien. J'en pense du bien. C'est comment chez les Macron, Ariel? Eh bien, c'était à Bercy. À Bercy. Voilà, à Bercy. Wow. Et donc, on est au-dessus du fleuve, vous savez. Et alors, donc, déjà, ça, on est très ébloui parce qu'on voit donc le mouvement de l'eau, Paris qui scintille, etc. Et on est comme dans un aquarium suspendu. Et puis, je dois dire qu'ils étaient d'une attention et d'une gentillesse absolue. Sur le moment, Christian Eckert ne voit pas que son collègue de Bercy est en train de préparer sa candidature et de torpiller celle du président François Hollande. Quand Emmanuel Macron démissionne le 31 août 2016, l'ex-secrétaire d'État au budget découvre le coût de cette si discrète stratégie. L'ensemble des crédits de l'année étaient consommés. Là aussi, en fait, quand il est parti en août, il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent pour le fonctionnement du ministère, en tout cas de sa partie du ministère. Emmanuel Macron a siphonné les frais de représentation. Cette enveloppe attribuée aux ministres est destinée aux invitations professionnelles. 120 000 € en 8 mois. Chaque ministre invite qui il veut et personne ne contrôle si les invités sont en lien direct avec les attributions du ministre. Or, quand vous avez un ministre de l'économie qui reçoit des acteurs, des chanteurs, des autrices, etc., est-ce que c'est un lien direct avec l'activité de ministre de l'économie? C'est en tout cas une zone grise. Bercy et les moyens logistiques d'un ministre de Bercy ont, à l'évidence, servi en partie, pas seulement, mais en partie de piste d'envol pour le candidat Macron. Interrogé à l'époque, Emmanuel Macron assume ses dépenses totalement légales. Pendant les 8 mois où j'ai été en fonction durant l'année 2016 à Bercy, j'ai consommé 80% des crédits qui m'étaient alloués. Soit 120 000 €. Voilà. Mais qui sont des crédits de fonctionnement pour le ministère, qui sont des crédits qui vous permettent de recevoir vos homologues, des entrepreneurs, des femmes et des hommes de la vie française. Donc, j'assume totalement cela. J'ai été
de l'économie apparaît publiquement aux côtés de ses nouveaux amis. Vanessa Paradis, Muriel Robin et Johnny Hallyday, pour l'anniversaire de Lynn Renault. C'est Laetitia Hallyday qui dit « on va faire une photo souvenir ». On fait une photo souvenir en disant « elle est juste pour moi ». Évidemment, elle la met sur son Instagram et la photo est reprise partout. Pour celui qui s'apprête à lancer sa candidature, c'est un coup de maître. La photo pèse lourd en termes de popularité, mais aussi en signification politique, grâce à la présence de Lynn Renault. Il s'inscrit dans une histoire politique, celle de Jacques Chirac, Lynn Renault quand même, qui était très proche de Jacques Chirac. Et donc c'est autant de cartes postales qu'il envoie auprès des Français. Il a beau avoir moins de 40 ans, mais il s'inscrit dans une tradition. Lynn Renault avait été celle qui avait soutenu Jacques Chirac. Elle était un peu la porte-emblème, le drapeau de Jacques Chirac dans les milieux artistiques. Et donc qu'elle passe de l'un à l'autre, elle crée une sorte de continuité républicaine et en adoubant celui qui allait devenir le président Macron. Pour l'analyste politique Frédéric Dabi, Emmanuel Macron ne pouvait pas s'en dispenser. Et ça, c'est utile pour un futur candidat comme l'est Emmanuel Macron à l'époque de cette photo. C'est pas ça qui a fait gagner Emmanuel Macron, loin de là. Mais je pense que c'est une brique qu'un candidat à l'Élysée qui vise, si je puis dire, la magistrature suprême, doit avoir. Quant à Stéphane Bern, après l'élection, il est nommé Monsieur Patrimoine. Bonjour Monsieur Bern, bonjour Monsieur le Président. Vous allez bien? Bien et vous? Une mission au service de l'intérêt général qui n'a rien d'un cadeau, selon lui. À peine élu, il m'a proposé, il m'a dit « toutes les idées que tu m'as données, est-ce que tu accepterais de les mettre en œuvre ?» Et là, j'ai mis les conditions, donc bénévole, pas de bureau à l'Élysée, pas de secrétariat, pas de voiture, ne rien coûter à l'État. C'est quand même utile pour un candidat, un futur candidat, d'avoir Stéphane Bern. Mais je suis pas sûr que j'ai été très utile. Ma popularité a servi à une chose, c'est à sauver le patrimoine. Ce pas de deux entre célébrité et politique est un grand classique. La formule a été mise au point il y a 40 ans. Jack Lang a mis les comédiens, les chanteurs au centre des campagnes électorales. 3 ans avant 1981, François Mitterrand charge son futur ministre de la Culture de l'introduire dans le monde des intellectuels et des artistes. En clair, il avait longtemps eu une réputation d'indifférence ou de ringardise. L'avant 81, c'était la période, je ne dis pas héroïque, mais la période où il fallait faire un travail de missionnaire, profession par profession, ce que j'ai entrepris avec joie. J'organisais régulièrement des déjeuners chez moi. Vous étiez au fourneau. Voilà, c'est ça, en fait, au fourneau et à la table aussi. C'est vrai que ces échanges se sont traduits, le moment venu, par le soutien que ces intellectuels de tout premier plan ont apporté au candidat François Mitterrand. 300 personnalités du monde, des arts, des lettres et du spectacle, et aussi des scientifiques, apportent leur soutien à François Mitterrand, parmi lesquels Michel Piccoli, Marcel Amont, Daniel Gélin. la victoire est célébrée en musique par Barbara, qui compose une chanson spécialement pour le 10 mai. Un homme, une rose à la part, a ouvert le chemin vers un autre demain. Je vous devais un grand merci.
maison. Ils venaient se confier, expliquer leurs difficultés. Par exemple, Agnès Varda, son film Sans toi ni loi, avait été retoqué par plusieurs commissions. J'ai eu le sentiment qu'il y avait là une injustice. Et comme j'avais créé un système d'aide directe, j'ai décidé d'attribuer une aide à ce film. Vous avez décidé vous-même en tant que ministre de la Culture? Je ne sais pas si aujourd'hui on l'accepterait. Mais à ce moment-là, personne ne protestait. 120 films ont été ainsi directement financés par Jack Lang. Une confusion des rôles pour un ministre qui se transforme en producteur avec l'argent public. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, le mélange des genres. Vous faites votre métier, vous ne le faites pas. Si vous faites bien votre métier de soutien de la création, il n'est pas anormal que les créateurs apportent leur amitié. Le ministre était toujours prêt à aider, comme le montrent les notes qu'il écrivait quotidiennement à François Mitterrand et qui ont été rassemblées dans ses archives. Charles Trenet est triste de ne plus vous voir. Ce serait une bonne chose de l'inviter. Si vous le souhaitez, je peux organiser quelque chose chez moi. Par ailleurs, ce serait formidable si vous réussissiez à le faire nommer officier de la Légion d'honneur. Pour la première fois, ces notes sont portées à la connaissance du public dans ce livre. Donc là, c'est une petite note à François Mitterrand, président de la République, le 5 avril 84, relative à la situation fiscale d'un célèbre musicien. Son nom est biffé et vous demandez au président d'intervenir auprès du garde des Sceaux pour faire valoir la bonne foi dans une affaire de fraude fiscale. Oui, fraude fiscale, je n'en sais rien. C'est ce qui est écrit, hein? Je n'en sais rien. Il est poursuivi pour fraude fiscale. J'en sais rien, je ne sais pas. Vous ne vous souvenez plus qui c'est? Ouais. Non, mais ça veut dire, il m'est arrivé souvent et aujourd'hui encore de prendre la défense de personnes qui sont injustement traitées, c'est normal. Vous ne savez pas comment ça se termine après, en fait. Vous intervenez et... Si, je l'ai su, mais c'est quand même pas l'essentiel de ma relation je sais. avec les créateurs, si ça amuse la galerie. C'est pas que ça amuse la galerie, c'est que c'est des questions aussi qu'on se pose. Viens là. Pour la campagne de 1988, Jack Lang est à nouveau à la manœuvre. Il... Renaud a dit « je veux aider ». Depardieu m'a dit « je veux aider ». Barbara est venue dîner un soir chez moi en me disant « je suis avec lui pour cette campagne ». Et nous avons eu l'idée de suggérer à certains d'entre eux de l'exprimer directement avec leurs propres mots. C'est la stratégie du désir, mise en œuvre par Jacques Séguéla, le publicitaire star de l'époque. Il va sélectionner quelques artistes emblématiques. Je demandais à Depardieu, est-ce que tu pourrais t'engager plus avant? Et il y aurait une idée formidable, c'est qu'on fasse des doubles pages dans les magazines. Mitterrand ou jamais. Ça y est, je vais voter pour la première fois. Et il a tenu à payer de sa poche ces campagnes-là. C'est très extraordinaire. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire. Les artistes sont toujours prêts à s'engager, mais pas à payer le support dans lequel ils s'expriment. T'as des bottes, mon pote, elle me botte. L'artiste qui a marqué cette campagne si particulière, c'est Renaud. Le chanteur révolté vient donner un coup de jeune au candidat de 72 ans. Laisse béton. Renaud a dit, j'ai le truc, tonton, laisse pas béton. C'était une façon de dire à François Mitterrand, soyez candidat. Cette tribune a été écrite par Renaud lui-même ou... Non, on l'a écrite avec lui, mais il y a mis sa patte. Je m'appelle Renaud, je suis chanteur énervant, je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. C'est l'apogée de l'influence des artistes. Les opposants de Jack Lang n'ont pas manqué de reprocher cette utilisation des stars à des fins électorales. Cette critique met toujours en colère Jack Lang 35 ans après. C'est grotesque, c'est ridicule. Écoutez, bon, je n'ai pas à discuter de ça. Vous vous intéressez à ça? Ça ne m'intéresse pas. Non. Si notre émission doit parler d'électoralisme, ce n'est pas mon sujet. Non, c'est pas... Non, mais on peut arrêter là parce que vraiment, non, monsieur c'est pas mon sujet. Une considération pour les artistes n'a rien à voir avec ça. Vois ma gueule,
Car en 1974, Chirac, Sarkozy, Hollande, entre Johnny et les présidents, c'est 50 ans d'amitié et de renvoi d'ascenseur. Johnny considérait que, oui, il pouvait se permettre d'appeler les présidents quand il avait un truc à leur demander. Mais à l'origine, c'est le président qui dit Johnny, si vous avez besoin de moi, je serai là pour vous. Ok, donc voilà, j'ai besoin de vous. J'ai un contrôle fiscal, ça m'emmerde, qu'est-ce que je fais? Comment dire non à un monstre sacré qui aligne disque d'or et couverture de Paris Match depuis la naissance de la Ve République? On est presque à une centaine de unes, on doit être à 90 maintenant. Donc ça, c'est la première, 62. Le journaliste Benjamin Locoge est le spécialiste de Johnny. Il a couvert toutes ses tournées depuis 15 ans. Johnny avait une attractivité bien plus importante que tous les autres. N'importe quel ministre, Premier ministre, homme public s'affichait avec Johnny. Johnny était un tel symbole de la France, telle icône, qu'on soit de gauche, de droite. Oui, il fallait sa photo avec Johnny. Tu n'as pas réussi ta vie dans le monde politique et si tu n'as pas ta photo avec Hallyday. Mais ce qui a empoisonné ses relations avec le pouvoir, ce sont ses impôts. Que les présidents soient de gauche ou de droite, des décennies de contentieux avec le fisc. S'il faut leur donner 9 millions d'euros, il va falloir qu'ils attendent parce que je les ai pas. J'aimerais qu'on me foute un peu la paix et qu'on me laisse faire mon métier tranquillement, quoi. C'est ce que je sais faire de mieux, alors qu'on me laisse faire mon métier. Portant les projecteurs. Pierre Billon, vieux pote de 50 ans, est l'auteur de ce tube mélancolique. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié. Il sait à quel point Johnny a été hanté par ses problèmes fiscaux. Dans les années 90, c'est le ministre du budget de François Mitterrand, Michel Charasse, que Johnny appelle à la rescousse. J'ai eu des comptables qui ont fait n'importe quoi, j'ai fait une bêtise, je dois de l'argent, comment je fais pour m'en sortir? C'est Michel Charasse qui non pas à effacer la dette, pas du tout, mais à aider à restructurer cette dette. À l'autre, voilà, on va établir une espèce de plan, et puis on va appeler la maison de disques, et voilà, et puis effectivement, vous n'aurez pas forcément les 10% à payer non plus. Plus tard, c'est Nicolas Sarkozy, quand il était à l'Élysée, qui a fait l'objet des demandes pressantes de la part de la rockstar angoissée. Johnny l'avait soutenu en 2007 et lui avait offert son hymne de campagne. Nicolas Sarkozy l'a jamais raconté vraiment de manière officielle, mais parfois c'était des coups de téléphone en pleine nuit quand il était à l'Élysée. Je comprends pas pourquoi est-ce que les impôts m'emmerdent. Donc le président ne peut pas dire au service des impôts « lâchez, monsieur Hallyday ». Mais oui, il y a eu beaucoup d'échanges de ce type-là. Est-ce cette supposée inefficacité qui a exaspéré le chanteur? Toujours est-il que Johnny, au détour d'une interview, a fini par se dire déçu par Nicolas Sarkozy. Il ne le soutiendra pas en 2012. Dans la vie de Johnny, un homme politique a particulièrement compté, Jacques Chirac. Entre le chanteur et le couple présidentiel, l'amitié est ancienne, quasi filiale, avec des gestes tendres, même en public. Regarde les yeux d'amour quand même, hein. Il n'y a pas d'intérêt là. Hein. Il s'en fout complètement. Hein. Ça n'est que de l'amour et de l'amitié pure. Hein. Il n'est pas là pour dire je suis copain avec la femme du prez. C'est pas du tout le cas, ça se voit là. Pourtant, la femme du prez va donner un coup de pouce capital qui va accélérer l'adoption de la fille de Johnny et Laetitia. En 2004, profitant d'un voyage officiel au Vietnam, Bernadette rencontre le ministre de la Justice vietnamien et lui parle de son ami rocker. À l'époque de Bernadette Chirac, première dame donc de Chirac président, oui, elle l'a dit, ils l'ont dit, le dossier d'adoption des Hallyday a été mis en premier sur la pile, au milieu de 40 autres. Voilà, ça a été vraiment l'aide du politique à une figure nationale française. Toutes les dernières demandes par les familles françaises pour adopter des jeunes vietnamiens.
Le mois suivant, la petite Jade arrive chez les Hallyday. Une procédure bouclée en 6 mois, là où certaines familles pouvaient attendre parfois plusieurs années. Leur seconde fille, Joy, est adoptée 4 ans après. Précieux coup de main que nous ont confirmé des proches de Laetitia Hallyday. Johnny, lui, a toujours soutenu Jacques Chirac, même quand il était donné perdant dans les sondages. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Et Jacques Chirac n'a jamais laissé tomber Johnny, même dans les pires moments. Après les révélations du Monde sur les accusations de viol portées par une niçoise contre Johnny Hallyday, la presse s'emballe. Une presse qui s'emballe et l'Élysée qui s'affole. Nous sommes en 2004, le grand ami de Jacques Chirac est convoqué au tribunal. Je ne sais pas ce qu'il veut vraiment, je ne le comprends pas, je ne sais pas. La jeune femme qui l'accuse travaillait comme hôtesse sur le yacht de Johnny. Elle s'apprête ce jour-là à être confrontée à la star. 2 décennies après, l'avocat de Johnny se souvient des enjeux de cette convocation et des angoisses de son illustre client. C'est un souvenir très difficile. On se demande à ce moment-là comment ça va tourner. Lui est fatigué, très très inquiet par cette audition. Il me dit « mais on risque la mise en examen. Si c'est une mise en examen, tu te rends compte, ça va être un coup de tonnerre dans le monde médiatique français. » Dans le camp d'en face, le procureur de l'époque est aussi dans la tourmente. Éric de Montgolfier, l'habitué des affaires sensibles, le magistrat célèbre pour avoir affronté Bernard Tapie dans l'affaire VAOM, aurait pu classer la plainte. Mais il décide d'ouvrir une enquête. De toutes les affaires que j'ai connues, j'ai le sentiment que celle-ci fut la plus pénible. Plus pénible par toutes les interventions qu'il a fallu subir, tous les regards, les calomnies même, touchaient un trésor national. Je n'avais pas le droit. Ma hiérarchie s'étonnait que j'ai pu écouter une personne qui disait avoir été violée, et qui disait l'avoir été par un artiste d'une si grande notoriété. Je m'attaquais à ce qui était interdit à la justice. Johnny Hallyday était interdit à la justice. C'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est lors d'un concert géant en Corrèze que Jacques Chirac et Johnny discutent de la situation. Devant la tournure que prend l'affaire, le président de la République conseille à Johnny le nom d'un bon avocat pénaliste. Johnny en parle au président Chirac, et Chirac lui dit « Vous feriez bien de prendre l'avocat de Charras. Il gagne quelques procès pour Charras, donc il doit gagner votre procès. » Le président Chirac, qui était plutôt fine mouche, politique, s'est dit « C'est plutôt pas mal d'avoir un avocat dont on ne viendra pas dire qu'il est engagé à droite à mes côtés. » Un avocat de gauche pour couper court au risque de politisation du dossier. Jacques et Bernadette Chirac surveillent l'affaire comme le lait sur le feu. Je recevais des coups de fil de l'Élysée pour savoir où en était le dossier. On m'a appelé à plusieurs reprises pour me demander des précisions. Pourquoi cette audition? Pourquoi c'est pas terminé? Pourquoi cette confrontation? Pourquoi ça dure aussi longtemps? Qui est-ce qui vous appelait de l'Élysée, par exemple? Je ne me souviens pas qui m'appelait, je ne me souviens pas qui m'appelait. C'était une affaire sensible pour l'Élysée? Non, pas du tout. C'est une affaire d'amitié, tout simplement. Et pour son amie, Bernadette Chirac va intervenir de façon spectaculaire. Depuis les jardins de l'Élysée, elle est filmée pour un documentaire consacré aux 60 ans de Johnny.
Les Français n'aiment pas qu'on touche à Johnny. C'est une mauvaise opération de s'attaquer à lui, très mauvaise. D'ailleurs, ils réagissent tout de suite, ils sont scandalisés. Johnny, c'est leur star. C'était une menace, non? À votre rencontre? Oui. Pas Johnny. Et j'entendais le président en a trop besoin. L'avocat du chanteur, lui, ne voit dans cette déclaration rien d'autre qu'une preuve d'amitié. C'était le cri du cœur, c'était le cri d'une femme qui adorait Johnny. Elle réagit avec l'affection qu'elle a pour lui. Nous sommes dans une affaire purement privée. Quand je dis privée, le mot est faible. Nous sommes dans une affaire intime qui n'a aucune conséquence, aucune incidence sur le plan de la vie politique. Très joyeux anniversaire, Johnny. L'ancien procureur se rappelle d'une instruction tendue et laborieuse. Pourquoi estimez-vous qu'il y a eu des pressions politiques dans l'instruction de la plainte pour viol contre Johnny Hallyday? Parce qu'il y a eu des malfaçons que je n'ai pas rencontrées dans la plupart des dossiers. Pourquoi était-il si difficile de faire admettre des choses simples, comme d'aller faire une reconstitution sur le bateau où les faits s'étaient produits? Et quand il y a une résistance inhabituelle de l'autorité judiciaire même, ou des autorités de police, des enquêteurs, il faut bien se poser la question. Pourquoi? Écoutez, si la dame de l'Élysée ne s'en était pas mêlée, j'aurais pu ne me poser aucune question. Mais voilà, elle était intervenue. Est-ce que vous diriez que la justice a fonctionné normalement face à une icône nationale? Je trouve que la justice a fonctionné de manière tout à fait remarquable. C'est un exemple de bon fonctionnement de la justice, sans outrance, dans une affaire délicate. Dans un mail qu'il nous a envoyé, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, Frédéric Salabarou, un intime de la Chiraki, dément toute intervention. Je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucune ingérence d'aucune sorte de la présidence de la République dans le déroulement de la procédure. Johnny n'a jamais été mis en examen. L'affaire s'est soldée par un non-lieu après 4 ans de procédure. Jusqu'au bout, les présidents se sont mis en 4 pour Johnny. Quand Johnny est mort le 5 décembre, les Macron ont été parmi les premiers prévenus. La dépêche AFP part à 3 h du matin, donc le 6. Je crois que les Macron ont été prévenus vers 1 h du matin et que c'est Brigitte qui décroche le téléphone du président parce que s'affiche le numéro Laetitia. Et ils ont évidemment proposé que la France participe aux obsèques de Johnny. L'hommage populaire organisé à la Madeleine ce 9 décembre 2017 est grandiose. Les Champs-Élysées et la Concorde bloquées. 1500 policiers et gendarmes mobilisés. Ce truc d'hommage populaire a été inventé pour Johnny. Il n'y en aura à mon avis jamais d'autres. La République est littéralement au garde à vous pour Hallyday. Là, on est quand même dans le grand délire français, c'est-à-dire qu'on se met au service d'un homme décédé pour que ce soit un départ flamboyant. Ça reste dingue. 3 présidents de la République placés dans l'ordre protocolaire. La classe politique unanime pour rendre hommage à Johnny. C'est le symbole de tout ce que je déteste. Un mélange de genres qui me semble inacceptable. Je ne conteste pas la légitimité artistique ni la popularité de Johnny Hallyday. Je crois que les hommages doivent être proportionnés à la vie de ceux auxquels on les adresse. Il faut l'admirer. Ne pas l'admirer, c'est prendre un risque électoral. Donc, je n'en vois pas beaucoup qui aient le courage de le prendre. L'idole des jeunes et des présidents n'aura jamais pâti de ses incursions en politique.
D'autres, au contraire, l'ont payé cash. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. C'est le grand cliché parisien. Les pigeons. Dans le cas de Faudel, sa carrière s'est effondrée après son engagement pour Nicolas Sarkozy en 2007. À bientôt 44 ans, il a toujours son sourire éblouissant d'ex-petit prince du rail. Oui, je vous prends en photo. Franchement, c'est un grand plaisir. Ben, kiffe la life, kiffe la vie, vis au jour le jour, sois heureux. Franchement, j'adore ce chanteur. C'est vrai c'est gentil. Souvent. Ouais. Ah, c'est gentil. Franchement, il chante bien. Bonne continuation, Faudel. Merci beaucoup. Ça vous fait plaisir quand vous entendez ça? Merci, hein, merci. Ben, ça me touche. Ça me touche ben, c'est touchant de voir que son public est là. Et surtout de me voir comme ça, marcher comme ça dans la rue. Il y a toujours quelqu'un qui vient me dire un petit mot sympathique. Et je pense, et c'est ce qui m'a aidé aussi dans ma reconstruction. Ouais. Une reconstruction interminable pour le chanteur. Lui qui a connu la gloire très jeune. En 2007, son tube était numéro 1 des ventes. Et c'est ce tube qui devient l'hymne de la campagne de Nicolas Sarkozy. Que c'est ici que je suis né, de temps abandonné sur les bancs de... Devant des foules immenses, devant Johnny, Faudel chauffe les meetings, comme ici à Bercy avant le deuxième tour. Moi, Nicolas, tellement je t'aime, je pense à toi. En tout cas, toute ma famille est avec toi. Et comme on dit chez nous, Inch'Allah, et puis j'ai aucun doute. Faudel a rencontré Nicolas Sarkozy lorsqu'il était maire de Neuilly. Et les promesses du candidat à l'Élysée, il y a cru. Vous êtes convaincu par l'homme, Nicolas Sarkozy? On est convaincu par ses idées de l'époque. Il avait évoqué l'égalité des chances. Et il y avait Rachida Dati. Donc je me suis dit que c'était possible. Moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Mantes-la-Jolie. Je viens du Val-Fouré. Je me souviens de conversations. Il m'a dit, tu vas voir, je vais vraiment aider les quartiers, etc., etc. Faudel se méfie d'autant moins qu'une grande partie du showbiz est rassemblée derrière Nicolas Sarkozy. Enrico Macias, Christian Clavier, Arthur, Henri Salvador, un comité de soutien exceptionnel pour un candidat de droite. Aux manettes, il y avait le sénateur Pierre Charon, efficace rabatteur qui a conservé son outil de l'époque. Alors oui, tous ceux que j'ai appelés sont là-dessus, pourvu qu'on ne me le pique pas. Voilà, Renaud Jean. J'ai un souvenir qui devient un rêve maintenant, parce que ça ne pourra plus se faire comme ça. Remplir Bercy avec des artistes, des comédiens, des sportifs, des gens qui se mouillent et qui prennent la parole. Il n'y a que toi, Nicolas. Ton fauteuil et roule ma poule. Dimanche prochain, tu seras président. L'idée, c'est que quand on voit ces gens-là appelés à voter Sarkozy, ça rassure ceux qui ne le connaissaient pas. Dans les petits villages de province, etc., Sarkozy, ils ne l'ont jamais vu. C'est la télévision qui rentre chez eux, mais ils ne sont jamais dans un meeting. Ils voyaient donc ces gens qui les rassuraient, en disant « moi, je vote Sarkozy ». Eh bien, ça vous incite peut-être à voter pour lui. Et pour rassurer les quartiers populaires, Nicolas Sarkozy a une pièce maîtresse, Faudel. Comme ministre de l'Intérieur, il a eu à gérer des émeutes très violentes en banlieue, des banlieues où il s'illustre avec des phrases choc. À l'époque, Faudel n'y prête pas attention. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'est l'homme que vous avez soutenu? L'homme qui parle de racailles, de Karcher, dans d'autres endroits? Moi, je condamne, je trouve ça outrancier ce qu'il a dit. C'est pas bien. On m'a dit, mais pourquoi tu l'as soutenu? T'imagines ce qu'il a dit pour les gens des quartiers. Alors que toi, tu viens d'un quartier. Mais je dis, mais merde, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous avez raison. Et je comprends que ça puisse offenser quand on m'a vu avec cette personne. Et aujourd'hui, je m'en excuse. Il fallait pas que je sois là-dedans. Parce que c'était pas ma place. Les conséquences ont été immédiates. Les ventes dévissent
la tournée est annulée. Son producteur de l'époque, le tout-puissant patron d'Universal, Pascal Nègre, n'a rien pu faire. C'est un engagement qui visiblement correspondait pas à une partie des fans qui soutenaient Faudel, quoi, et qui se sont sentis trahis, quoi. Voilà, et puis il soutient Sarkozy est élu, et puis voilà, et puis il fait la fête de la musique 3 semaines après, il se fait siffler, mais comme il a jamais vu ça, quoi. Comment vous expliquez cette violence, ce côté si soudain, si brutal de la désaffection des fans de Faudel? Mais je pense que les gens qui achetaient Faudel et qui suivaient Faudel, visiblement, ne votaient pas Sarkozy. Voilà, point. Vous avez accompagné Faudel à ce moment-là Accompagner, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça non plus. Ça non plus. Que celle qui m'a tendu la main. Un cauchemar pour Faudel. Toute sa vie s'écroule, selon lui, à cause de cette campagne électorale. C'est la première fois qu'il revoit les images de ce fameux meeting de Bercy. Là, j'ai perdu une roue, là. J'ai été très mal. J'ai eu des menaces, j'ai tout perdu. Des lettres anonymes. Des lettres anonymes. J'ai mon fils qui s'est fait plusieurs fois agresser à cause de ça. Parce que vous avez soutenu un candidat à la présidentielle. Tout à fait. J'ai soutenu un candidat à la présidentielle de droite pour pouvoir survivre et sortir la tête de l'eau. Croyez-moi, j'avais qu'une solution, c'était de quitter la France. Ouais. Je suis parti avec mon petit sac et je suis parti au Maroc. Exil, dépression. Même s'il n'en veut plus à Nicolas Sarkozy, Faudel s'est senti très seul. Faudel, il a dit par la suite que Nicolas Sarkozy, qu'il l'avait pas rappelé, qu'il n'avait pas... Je n'ai pas de conflit avec M. Faudel. On était content qu'il soit avec nous, et puis c'est tout. Le reste, c'est une histoire qui peut se raconter de deux façons différentes. Mais bon, en même temps, Faudel a été content d'être avec nous pendant de nombreuses années. Il n'a pas eu que des inconvénients. Il a eu quoi comme avantage? Il a connu Sarkozy, il a pu aider beaucoup de gens qui créaient des tas de choses dans les banlieues, dans les cités. Sarkozy lui a filé un coup de main. C'est pas uniquement on prend et on ne rend pas, hein. C'est pas comme ça du tout. Aujourd'hui, Faudel enregistre de nouvelles chansons. J'adore le gimmick. Avec l'espoir de reconquérir ses fans. La politique, c'est fini pour lui, sauf dans l'isoloir. Et en 2012, vous avez voté à droite ou à gauche? J'ai voté à gauche. Pas pour Nicolas Sarkozy? Non. Mais une fois de plus, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. C'est moi qui s'est mis dans la merde. Et ne me dis pas que c'est fini. La chute de Faudel marque un tournant dans les relations entre les artistes et le monde politique. Pas sûr qu'on revoit un jour des comités de soutien XXL et des dizaines d'artistes qui font la claque dans les meetings. C'est vrai qu'à partir de 2012, l'élection présidentielle suivante, 2017, on verra ce qui se passera pour 2022, la part des artistes a été réduite à la portion congrue et beaucoup d'artistes se sont dit de manière un peu trielle, je ne veux absolument plus me mouiller, je n'ai rien à voir à faire ni à gagner dans cette galère. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Les artistes peuvent s'avérer des soutiens très encombrants dans une campagne électorale. Valérie Pécresse en fait en ce moment l'expérience avec le chanteur Gims. En juin 2021, la candidate, en campagne alors pour sa réélection à la région Île-de-France, balance sur ses réseaux sociaux une vidéo qui surprend tout le monde. Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire que je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse. Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go. Vous êtes potes depuis combien de temps? Ça sort d'où ce soutien? Écoutez, oui, on se connaît depuis un petit moment. On s'est rencontrés un peu par hasard parce que dans les quartiers. Inattendu, ce duo Pécresse-Gims, qui se révèle vite un coup de com' mal calculé. Les polémiques s'enchaînent et rattrapent la désormais candidate LR à la présidentielle. Gims a refusé de nous parler, mais son frère aîné, Saty Djelas, nous a reçus chez lui. Il est aussi musicien
et il mesure parfaitement la valeur de la parole de Gims. Donc ça, c'est son nouveau CD qui vient de sortir. Ça cartonne, il vient de vendre 1 million et quelques. Il est numéro 1. 1 million et quelques, il a sorti il n'y a pas longtemps, donc on est très fiers de lui. Avant, on avait Johnny Hallyday, maintenant on a Gims. Parce que c'est le seul black en France qui a rempli le Stade de France, plus de 80 000 personnes. Pour Saty Djelas, c'est cette notoriété dont veut profiter Valérie Pécresse. Même si en réalité, elle ne semble pas vraiment le connaître, comme ce jour-là, en direct à la télévision. C'est Gims, Ah oui. c'est quand même. Je l'ai pas reconnu. Est-ce que tu m'aimes en plus? Il vous Est-ce demande que si tu vous m'aimes? l'aimez. Ah bah si, je l'aime alors. Je ne connais pas tout le répertoire de Gims. Tu te dis quand même, est-ce qu'elle écoute même Gims? Je sais pas. Parce que c'est l'un des titres en plus le plus vendu. C'est vrai, est-ce qu'elle écoute? J'en sais rien. Mais voilà. Elle veut faire quelque chose dans les cités avec Gims, tout ça. Mais il faut qu'elle écoute aussi l'album. Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous... Gims qui s'engagerait en politique, à droite qui plus est. Pour son frère, ce n'est pas ce qu'il dit dans cette vidéo. Valérie Pécresse. Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go. Est-ce que Gims l'a fait pour soutenir Valérie Pécresse dans l'élection? Non, non, pas du tout. Je pense pas à Gims. Il n'est pas trop dans la politique, lui. Il est vraiment là pour la musique, pour aider, pour accompagner les jeunes. Alors d'où vient cette vidéo? À l'origine, il y a Sami Selami. C'est lui qui a mis en relation l'artiste et l'élu régional. Il dirige une grosse association dont Gims est le parrain depuis des années. Ensemble, ils ont lancé le Marathon des Talents. Donc, ça, c'est les t-shirts. Un projet ambitieux, soutenu et subventionné par la région de Valérie Pécresse. Génération Gims, c'est le slogan qu'on a donné au projet. En gros, c'est Marathon des Talents, on va aller chercher dans toute l'Île-de-France la nouvelle génération de Gims, donc ceux qui deviendront les Gims de demain. J'essaie d'y croire, je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face, tu m'as poignardé dans... Le Marathon des Talents, c'est ça. Des jeunes musiciens qui interprètent des tubes de Gims. Avec les moyens du bord et l'espoir de remporter le prix, chanter sur scène avec la star. Succès immédiat, 1500 vidéos sont envoyées. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. C'est pour discuter de l'avancée du projet que Sami Selami et Gims avaient rendez-vous avec Valérie Pécresse le jour où cette fameuse vidéo a été tournée. En perspective pour mettre les talents en avant. Ça, cette vidéo, c'est vous qui l'avez filmée? Non, non, du tout. C'est des gens de l'équipe de communication de Valérie Pécresse. On l'a eu en entretien dans ses bureaux et puis en sortant, on a fait la petite vidéo. Voilà, merci infiniment. La vidéo est donc tournée et diffusée par Valérie Pécresse 12 jours avant le premier tour des élections régionales. Donc c'est une vidéo quand même faite pour la candidate. Nous, en tout cas, moi, Gims et même la présidente, au moment où on l'a fait dans ce contexte-là. Après, effectivement, Gims, c'est Gims. Donc ça a eu un impact qui a dépassé le projet et qui a peut-être servi d'un point de vue électoral à la présidente, je ne sais pas. Je ne sais pas le mesurer, en tout cas. Après, derrière, est-ce qu'il s'est senti... Est-ce qu'il a repartagé le truc? Est-ce qu'il a fait à l'ego aller voter pour un tel? Non, pas du tout. Il ne l'a pas fait. Mais non, pas du tout. Il ne l'a pas fait, il le fera... Je pense qu'il ne le fera jamais. Gims s'est-il senti redevable? La région a accordé une subvention de 150 000 € pour ce projet. Une subvention qui avait fait tiquer l'adversaire de Valérie Pécresse au régional, Audrey Pulvar. Adjointe à la mairie de Paris et tête de liste Île-de-France en commun, soutenue par le Parti socialiste. On a vu Audrey Pulvar, le rappeur Gims, soutenir Valérie Pécresse. Est-ce que la modernité, la jeunesse est du côté de la droite aujourd'hui? Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet. Ça vous a pas surpris? Sincèrement. Non, je connais beaucoup de jeunes qui n'écoutent pas ce rappeur. C'est son choix. S'il a décidé d'apporter son soutien à Valérie Pécresse en contrepartie d'une grosse subvention à une de ses actions, c'est son choix.
Cette subvention a été votée 2 ans plus tôt au Conseil régional, sans susciter de débat à l'époque, même au PS. En revanche, la récupération de Gims par la présidente de la région en campagne agace le représentant du groupe socialiste. Elle essaye d'être candidate avec des positions aujourd'hui extrêmement dures, très conservatrices, etc. Tout d'un coup, voir arriver un soutien de Maître Gims, c'est détonnant. Effectivement, ça peut être quelquefois vu comme quelque chose qui est pas toujours très sincère. Aujourd'hui, c'est une erreur de demander à un chanteur ou une chanteuse ou n'importe quel artiste de vous soutenir. Donc c'est une faute de communication. Donc Gims et Valérie Pécresse, mauvaise idée. La preuve, elle s'est fait piéger. Le 1er janvier, ce soutien qui n'en est pas vraiment un devient franchement embarrassant pour la candidate avec la dernière vidéo de Gims. Selon lui, souhaiter la bonne année serait contraire à la religion musulmane. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça. Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Immédiatement, la polémique s'enflamme. Un tweet d'Éric Zemmour. Maître Gims, soutien de Valérie Pécresse, vous parle d'identité. Et une attaque en règle de Marlène Schiappa. C'est Valérie Pécresse qui s'est targuée de son soutien et qui a dit qu'elle le finançait via la région Île-de-France. Moi, je lui demande de s'expliquer. J'ai été déçue parce que jamais je n'avais entendu Gims communautariser son discours. Je l'ai appelé, je le lui ai dit. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il ne voulait blesser personne. Ce qui était passé plutôt inaperçu dans une campagne locale prend une toute autre dimension dans une campagne présidentielle. Gims est devenu gênant pour la candidate. Bravo Valérie. Ça vous est utile le soutien de Gims? Attends, viens. Mais attendez, vous confondez la campagne régionale et la campagne nationale, c'est pas du tout la même chose. Mais il vous soutient toujours ou pas? Il a marqué son soutien à ma politique culturelle régionale, comme une grande partie d'artistes, comme un grand nombre des artistes franciliens. Sur la route de l'Élysée, Bon, alors on y va. Valérie Pécresse préfère maintenant qu'on ne lui parle plus d'artistes. Quant à Gims, il vient de le déclarer, il ne soutient pas la candidate des Républicains à la présidentielle.